Ça n'est pas les mêmes raisonnements, ça n'est pas les mêmes lois économiques. Et faisons attention à ça. Parce qu'on en parle vraiment comme des produits de marché, ce qui n'est pas le cas. Tout d'un coup, ça émerge, Proust émerge, Piaf émerge et se diffuse. Et c'est la question que pose... Mais on le saura demain. L'article manque totalement de recul. On ne sait pas... Il est méconnu de son vivant, quand même. Hein. Ça arrive. Mais il arrive aussi que quelqu'un soit méconnu de son vivant. Moi, tous les musiciens de talent que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré beaucoup, crèvent de faim et se déplorent de voir la programmation télévisuelle. C'est quand même une réalité. Or, à l'époque, il y a eu quand même Léo Ferré qui ont accédé au grand public. Il y a des problèmes. Et Brassens, après 10 ans de... Attendez, mais Proust dont on parlait... Il a la chanson. Proust dont on parlait... La chansonnette. Parlons d'autre chose aussi. La dernière interview de Fred Chichin dans Télérama. Proust a mis 40 ans à se faire éditer et 20 ans ensuite à se faire connaître et reconnaître. Ça n'est pas quelque chose de nouveau. Mais la chansonnette, c'est un truc posthume. Il faut prendre un peu de recul. Ça vous échappe pas, ça. Vous avez d'écrivains qui n'avaient pas cet temps, je promets de la chanson. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas chanter. J'ai bien compris. J'ai bien compris, mais cette histoire, il n'y a plus de talent, vous comprenez? Non, il y a du talent, mais il n'y a pas la mise en relation des talents et des décideurs. Mais quand on était au 19e siècle, c'est évident que, par exemple, je prends un auteur au hasard comme Flaubert. Flaubert, il était plus ou moins reconnu quand même. Mais ceux qui vendaient le plus, ceux qu'on voyait le plus à la télé de l'époque, c'est-à-dire sur les scènes de théâtre, parce qu'il a quand même cherché toute sa vie à écrire des pièces de théâtre plus ou moins à droite. Il n'a jamais réussi à les faire jouer. C'était pas Flaubert. Il était malheureux comme les pierres. Il était un peu comme vous. Il disait, mais enfin, ceux qui occupent la télévision, il avait raison. Le théâtre. Et il avait raison. Et il avait tout à fait raison. Mais c'est une histoire éternelle. Oui. Et il ne faut pas qu'elle s'arrête. Il ne faut pas que ce combat s'arrête. Mais vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Si vous faisiez de la peinture, vous n'auriez pas ce problème. Pourquoi? Parce que vous avez affaire à une clientèle d'aficionados. Des gens qui ont dans la tête toute l'histoire de la peinture. Ils peuvent trouver la nouveauté immédiatement. La littérature, le problème, c'est que vous avez affaire au grand public qui est très lent. Parce que vous proposeriez des tableaux au grand public, ils achèteraient de préférence des impressionnistes, même à l'abstrait. Voilà. Et donc, la littérature, vous avez affaire au grand public. Il y a donc un très long mouvement qui se fait avant que le public accroche à ça. Alors que vous n'avez pas du tout ce problème à la peinture. C'est un problème éternel. Mais est-ce que dans les facultés, par exemple, les facultés étrangères, est-ce que la vraie littérature, alors vous allez me contester les noms, mais par exemple, est-ce que Pierre Michon n'est pas reconnu dans les universités, par exemple, canadiennes? Est-ce que Richard Morgièvre ne l'est pas? Pourtant, Richard Morgièvre, il passe pas en bande dessinée, il est pas, on ne voit pas la télé. Où est la Bohème aujourd'hui? C'est-à-dire comme lieu géographique et mondain. Mais on s'en fout de la Bohème. C'est très important. C'est très important qu'un jeune qui a du talent rencontre un décideur qui a 20 ans de plus que lui, qui lui dit je vais te mettre le pied à l'étrier pour et qu'il puisse jouer. Non, c'est fondamental, c'est la sociologie de la création. Oui, la sociologie, oui. Bien sûr. Dans les bordels, ça serait pas mal. Bien sûr. Ça serait sympa. Si vous avez vu le Van Gogh de Piala, effectivement, il va au bordel. Aujourd'hui, il n'y a plus de bordel. C'est aussi un problème. C'était malheureux pour vous, mais c'est heureux pour les pauvres filles qui étaient prisonnières. On a changé de sujet, monsieur. Vous changez de sujet, mais la Bohème, monsieur. Vous parliez des peintres, ce sont quand même ceux qui sont le plus... Ceux qui sont à la Bohème, ils aspirent à l'establishment, ça a toujours été la même histoire. Mais on passe toujours à côté de gens, et c'est ça qui est à la fois merveilleux et triste. Regardez, par exemple, personne ne parle de Joseph Delteil, qui était un immense écrivain. Personne ne parle de Gustave Thibon, qui est un grand philosophe. Mais ils seront reconnus dans la deuxième partie du XXIe siècle. Il faut qu'ils soient vivants pour chanter. Les chanteurs sont éphémères. Moi, je parle d'un truc très simple, la chanson. Non, la chanson est éphémère, il faut le savoir. Et ils le savent tous. Pourquoi n'en pas les Rolling Stones et les Beatles en France? Ah ben ça, il y en a pas non plus ailleurs. Pourquoi Téléphone, c'est si mauvais? Les Beatles, les Rolling Stones, c'est fini ça. Je ne vois pas de nouveaux groupes, sauf les groupes d'aujourd'hui qui ne passeront pas à l'éternité comme eux. C'est parce que c'est le temps, et puis la chansonnette n'est plus peut-être de ce temps, je ne sais pas. En revanche, on ne parle pas de musique. La musique est en plein essor. Le nombre de musiciens de talent est extraordinaire partout dans le monde. Là, par exemple, on ne parle pas, en ce moment, il y a l'orchestre de Saint-Pétersbourg, d'ailleurs je le précise, et ça va être fini, qui joue les 3 dernières symphonies de Tchaïkovski au Théâtre des Champs-Élysées, sous la direction de Yuri Temirkanov, qui est un des plus grands chefs du monde. Ça, c'est du bonheur. Ça, c'est de la musique. Ça, ce sont de grands musiciens. Et qui ne font pas, alors qu'ils sont russes, qui ne font pas de politique, qui ne sont armés que par la musique. Et moi, ce qui m'amuse dans ce papier, parce que je continue à m'amuser, c'est que je peux le combattre, et que d'autre part, je peux passer par d'autres sentiers buissonniers pour aller ailleurs. Moi, je me félicite d'avoir toute la littérature du monde, toute la musique du monde, pour moi, tout seul. Je vais la chercher. Et si on ne vient pas me chercher, c'est que je n'ai pas su faire mon chemin. Ouria, vous voulez dire quelque chose? 2 mots pour revenir au sujet. Vous êtes plus discrète. Oui, parce que je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus.
oui, il n'y a pas que la culture française qui s'exporte plus, il y a aussi la pensée critique française qui s'exporte plus. Il y a parce qu'elle est malade. 20, 30 ans, on avait des Deleuze, on avait des Foucault, où sont-ils? Aujourd'hui, tous les intellectuels qui ont accompagné toutes les trahisons de la gauche socialiste notamment, sont ceux qui sont aujourd'hui sur tous les plateaux télé, ceux qu'on invite partout, ceux qui ont la une des journaux. Oui, je pense à BHL, je pense à Finkielkraut. Vous parlez d'un déshonneur de la culture française. C'est-à-dire que c'est vraiment tous ceux qui qui ont accompagné toutes les trahisons successives de la gauche, qui sont passés du col Mao au col Rotary, qui sont aujourd'hui les stars de la Guy Hockenheim, absolument, tout à fait, et qui ont des connivences qui ont d'énormes connivences avec le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, et c'est eux aujourd'hui. Bon, par exemple, on a vu réapparaître, en tout cas, Monsieur Bernard-Henri Lévy réapparaît avec à la prétention de vouloir. Pour réapparaître, il faudrait disparaître. C'est vrai. En tout cas, il a fait il a eu les honneurs de tous les journaux, de tous les magazines, parce qu'il se donne comme projet de réhabiliter la gauche, de la faire renaître, etc. Alors qu'il fait partie de ceux-là même qui l'ont poignardé dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça par exemple, le passé de BHL, toute son œuvre, tout ce qu'il a fait pendant 20-30 ans, on l'accueille aujourd'hui comme si de rien n'était. Et oui, c'est le Sartre, en tout cas, il se voudrait le Sartre des années 2007. Il n'est qu'une pâle copie. Et il est la risée de tous les philosophes. Simplement, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, et je reprochais à l'auteur américain de l'article d'être dans le quantitatif, mais il y a quand même un rapport très très fort entre l'offre et la demande, entre le besoin et la réponse. C'est-à-dire que, en réponse à l'auteur de cet article, à Morrison, je ne sais plus qui dans le Figaro disait, mais on a Régis Debray, mais on a Finkielkraut, mais on a Onfray, mais on a Comte-Sponville, mais on a qui encore Pierre Nora, etc. C'est vrai. Je ne crois pas à la disparition des intellectuels. On a Renaud Girard. Je ne crois pas à la disparition des intellectuels. Je ne crois pas qu'il y ait à ce point une déperdition de cerveau. Mais je constate qu'on n'a pas très envie de les entendre. Voilà. Ce ne sont pas les donneurs de leçons qui manquent. C'est les gens pour écouter les leçons. C'est ça qui a changé. La question qui les invite. Voilà. Oh, il y en a qui sont très, il y en a qui sont souvent invités. On dit beaucoup sur la démocratie, sur la démocratie française. Oui. C'est pas du tout mon interprétation. En France, nous avons l'habitude de vivre avec l'étoile. Ça peut être Victor Hugo, ça a été Sartre, et puis ensuite c'était plus Sartre, c'était, mettons, Lévi-Strauss ou qui on voudra. Et nous avons vécu les derniers 40 ans dans une atmosphère, disons, idéologique, si vous voulez, relativement close. C'était du post-structuralisme, du post-marxisme, et on a perçu que ça. Et qui a découvert ça? C'est les Américains. Ils ont transformé tous ces gens-là en French Theory, et ils nous les ont renvoyés en faisant des vedettes. Mais ça, c'est la faute française, bien souvent, qui est de ne concentrer l'attention que sur un certain groupe, comme à un moment c'était la NRF, ou à un moment c'était autre chose, ou les surréalistes, ou ce qu'on voudra. Et je fais reproche à la culture française, ça ne veut rien dire, mais aux institutions françaises, qu'elles soient les journaux, qu'elles soient le gouvernement et l'organisation de l'éducation nationale ou de la recherche, de favoriser cette espèce de le clan des champions, et nous tendons constamment à affaiblir notre diversité, notre richesse. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que cette vision de ce qu'on appelait les intellectuels, qui était de dire tout va mal, tout est domination, il n'y a pas d'acteurs, il ne se passe rien, c'est simplement des systèmes qui nous écrasent, eh bien, à force de dire ça, on s'écrase soi-même et il n'y a plus d'intellectuels, parce que pendant 40 ans, les intellectuels, entre guillemets, ont dit qu'on ne pouvait rien faire, on ne faisait rien, on était des victimes. Le jour où les Français cesseront de dire tout le monde est victime, on verra à ce moment-là renaître, disons, des acteurs, des projets, des rêves, des conflits, des combats, tout ce que l'on voudra.
Et la France passe son temps, depuis 40 ans, ce n'était pas du tout le cas avant, à dire le monde est vide. S'il y a vraiment un mot français, c'est on ne peut rien faire. En France. Oui, c'est vrai. Moi j'ai un petit problème. Je suis d'accord avec parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Simplement, moi j'ai connu les années 70 en tant que jeune. C'était des années extrêmement terroristes. Par exemple, il fallait attendre que Roland Barthes, j'ai rien contre Roland Barthes, c'était un esprit extrêmement brillant, que Roland Barthes nous donne le droit de lire, qu'ils disent le plaisir de lire, le plaisir du texte. Alors là on disait, ah, mais c'est curieux quand même. Roland Barthes nous donne le droit d'avoir du plaisir à lire. Mais vous savez qu'à l'époque, quand dans une faculté vous parliez d'un film qui n'était pas un film politique, qui était un film d'art, on vous disait mais arrêtez tout de suite de parler de ça. Vous savez, quand on parlait de Kafka, quand on se permettait en fac de philosophie de parler de Kafka et de dire c'est un auteur comique, mais c'était un blasphème parce que c'était un auteur politique. Aujourd'hui c'est un poncif de dire que c'est un auteur comique. Je n'ai aucune nostalgie pour les années 70, pour cette année qui était des années pour moi de dictature. Je dis bien de dictature intellectuelle, je ne dis pas de dictature politique. Il y avait des avantages, les loyers étaient moins chers en centre-ville. Tout à fait, on est d'accord. Donc les artistes pouvaient s'approcher des décideurs. Entre 70 et 74, il y avait une sorte de dictature de la pensée unique. Bon. Ça a duré au fond 4 ans, je me rappelle très bien cette période, c'est la période de l'althusérianisme, si vous voulez. Et puis, ça s'est arrêté, on a commencé à respirer pour 2 raisons. La même année, 74, c'est la traduction de Solzhenitsyn en France et Lisbonne, le Portugal. Bon, la révolution des œillets. À ce moment-là, on a commencé à respirer et à avoir plus de liberté, et c'est tout à fait net la différence. Mais c'est toujours une tendance. Enfin, on a eu un parti communiste très fort pendant très longtemps. Ça se paye. Bon, ça se paye. Et donc, nous avons pris l'habitude de faire non pas du politique, mais une sorte d'annulation du réel sous prétexte de politique. Et cela fait que des tas de gens n'ont pas pu s'exprimer ou ont pu insuffisamment s'exprimer, alors que les Américains qui avaient le contraire, mais le contraire était les gens d'extrême droite, ça, étaient, enfin, non pas des idiots, d'ailleurs c'est pas vrai, ce n'étaient pas des idiots, mais ça n'avait pas d'impact dans le monde intellectuel. Et le roman était interdit à cette époque-là. Oui, mais... Dans le monde intellectuel, le roman était interdit. On parlait des essais et de la politique et de la poésie dans les revues sérieuses de littérature que je ne citerai pas. Vous pouvez vous référer à ces apports. Et le roman, c'était une obscénité. La fiction, c'était enchantée. Il y a plusieurs points. Et c'est tout. Moi, si vous m'enlevez la fiction, moi, je peux pas écrire. Je ne sais pas écrire des essais autres qu'en racontant des fictions. Je peux raconter que des histoires. Et c'était une époque où c'était interdit. Moi, je me rappelle. Je vous donne une anecdote qui est pas drôle, mais qui est une anecdote personnelle. Je suis en train d'écrire en 74, vous savez, je m'amusais à écrire, puis il y a un ami qui vient, et donc je lui lis un peu ce que j'ai écrit, et il me dit catastrophé. Oui, c'est bien, mais c'est toujours dans le style roman. On aurait dit que je me livrais à l'alcoolisme, pour ne pas dire à l'onanisme, vous voyez. C'était quelque chose qui était tout à fait proscrit. Moi, je n'ai pas un souvenir de grande liberté. Je n'ai pas de très bons souvenirs de ces années-là. Non, moi non plus, c'est ce que je viens de vous dire. Ah bon, on est d'accord. Comment vous expliquez la faiblesse de l'opposition intellectuelle face, par exemple, à toutes les lois ou aux politiques de Sarkozy? La faiblesse de l'opposition intellectuelle. Cette espèce j'ai l'impression que tout le monde est tétanisé, c'est l'intimidation totale, personne ne veut ouvrir le bec par rapport à Sarkozy, alors que je trouve personnellement qu'on vit 6 derniers mois, c'est l'aboutissement d'un long processus, et je trouve absolument effrayant tout ce que fait Sarkozy. Je trouve que c'est absolument effrayant, et je trouve effectivement une faiblesse totale de l'intelligentsia française. Une réponse très courte d'Alain Touraine, parce qu'après on est obligé de rendre au revoir. Donc une réponse très courte. J'ai la conscience tranquille. Bon. Vous avez tort peut-être. Enfin, je veux dire, je ne me suis pas rallié à qui que ce soit. Vous êtes payé par l'État, monsieur. Comment? Vous avez été payé par l'État toute votre vie. Il y a des lois absolument iniques. Vous travaillez pour l'État. Mais c'est une plaisanterie. Non, mais il y a des lois absolument iniques. Mais c'est une plaisanterie. Je veux dire, je ne suis pas un fonctionnaire. Vous auriez des soucis avec la hiérarchie, je voulais dire. Comment? Vous auriez des soucis avec la hiérarchie si vous n'aviez pas pensé correctement. Vous rigolez? Bien sûr. Comme Bourdieu. De toute manière, Bourdieu, il a eu des difficultés avec l'islamisme. Non, il a toujours fait exactement ce qu'il fallait. Ah bah oui, pas moi. Bon. Non, mais il y a des lois absolument iniques qui sont en train d'être passées. On n'aura pas le temps, mais c'est un sujet qu'on réabordera. De toute manière, il n'a pas tort, puisqu'il a décidé d'être lui-même.
comme tout le monde. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un vous avez tort de faire telle ou telle chose. Moi, je ne lui permettrai jamais de dire à quelqu'un vous avez tort de voter à gauche ou je ne sais pas. C'est bien avant l'avènement récent de Sarkozy que les intellectuels avaient décroché par rapport à la politique. On n'a même pas parlé du bouquin de Ségolène Royal. Ben voilà, donc encore... Qui est un bouquin très gai. Voilà, on en parlera la prochaine fois. Et comme la gaieté est une politesse... Moi, je vous écoute, donc j'ai pas voulu vous interrompre. Peut-être qu'on me dira que j'ai eu tort et qu'on aurait dû parler du livre de Ségolène Royal. On le fera une autre fois. On se retrouve demain. On se quitte avec Louis. Louis qui va nous interpréter une chanson qu'on n'entend que sur Internet, en particulier sur MySpace, et donc en exclusivité ce soir à la télévision. Louis va nous chanter Ailleurs, c'est ici.